Ben, on peut démarrer, Rav, si vous Très voulez. bien. Ok, super. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et chez nous, c'est encore Yud qui se lève. On peut toujours dire encore Gut Yom Tov. Yud qui se lève, c'est le 10 qui se lève, c'est le Chag Geoula, la fête de la libération du Admour Emtsei, du deuxième Rabbi de Chabad, Rabbi Dov Ber, le fils de Rabbi Shlomo Zalman du Balatania. Et c'est une date très particulière. Le Rabbi précédent disait que Yud qui se lève, c'est la naissance d'un chassid. Yud Tet Kislev, c'est le jour de la Brit Mila d'un chassid. Si on attend, on parlera de cette idée-là, mais en tout cas, c'est la naissance d'un chassid, si on peut dire, c'est pas Yud Kislev, c'est le, donc le jour de la Géoula du Al-Mourem Saï, une Géoula qui a, qui a été célébrée, qui aurait dû être célébrée pour la première fois, un an après, ou pardon, pas un an après la Géoula, c'est ce que je pensais, mais je veux dire le lendemain de la date qui s'est avérée être le Yortzeit, la Elula, du Admor Sey, de Rabbi Dovber, du Baal HaSimcha. C'est-à-dire que l'Admor Sey, Rabbi Dovber, a été mis en prison et il a été libéré donc, de Yud Kislev. La libération finale était Tav Kuv Pe Zayin 1827-26. Et le, ils allaient donc l'année d'après, ils allaient faire toute une célébration sur ça, mais il s'avère que le jour avant, le 9 Kislev, est le jour où le Hadmor Mtsei a quitté ce monde. Une date importante aussi, et d'ailleurs, c'est un des rares tzadikim qui est décédé le jour de son anniversaire. On sait que Chazal nous dit que les tzadikim, leurs années sont complètes, et qu'ils naissent et qu'ils quittent ce monde, donc ils viennent dans le monde et quittent le monde exactement le même jour, mais pour une raison ou une autre, le Rabbi explique ça aussi, la majeure partie des tzadikim ne vivent pas ça de manière physique, si on peut dire. Alors, il y a tout un tas de calculs qui sont faits, qu'en fait, une année, c'est pas une année, dans le sens où il y a des années où il manque des jours, il y a des années où il y a des jours en plus, puisque, par exemple, là, on va rentrer dans le mois de Kislev, on est dans le mois de Kislev, Rosh Chodesh Kislev et Rosh Chodesh Tevet, donc au début et à la fin de Kislev, il peut y avoir un jour de Rosh Chodesh, 2 jours de Rosh Chodesh, ça dépend des années, etc. Donc, les années n'ont pas toujours le même nombre de jours, et c'est lié avec les heures, etc., qui fait qu'il peut y avoir des décalages entre le jour de l'anniversaire de naissance et l'anniversaire du décès. En tout cas, pour l'Admo MCI, c'est exactement la même date. Il est né le 9 Kislev, il a quitté ce monde le 9 Kislev. Le lendemain, c'était censé être la Géoula, où le Tsa, c'était donc l'enterrement du Admo MCI. Alors, bien sûr, c'était une Géoula qui était avec un air amer, bien sûr. En tout cas, une journée particulière. Et étant donné qu'on est dans la transition donc, du Admour Zaken, du Balatania, à son fils, la génération d'après, la deuxième génération de Chabad, je voudrais parler justement de cette idée de transition. Et à deux niveaux. Niveau numéro un, qui est qu'est-ce que nous, en tant que parents, par exemple, on voudrait et on attend de nos enfants. On a une responsabilité d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? À quoi ça va ressembler et quelle est notre attente? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement comme nous ou bien est-ce qu'ils peuvent prendre le concept de ce qu'on leur a enseigné et l'adapter à leur manière. Ou bien s'ils l'adaptent à leur manière, c'est que nous, en tant que parents, on a échoué. Comment est-ce qu'on voit la transition et qu'est-ce qu'on est censé donner à nos enfants? Et cette idée-là, elle est reliée bien sûr au concept de transition et au concept de continuité et au concept d'évolution dans la transmission du judaïsme. À quoi ça ressemble la transmission? À quoi ça ressemble le succès dans la transmission? Ce qui revient de niveau pratique à ce que j'ai au niveau du chinour, au niveau de l'éducation. Mais quelle est notre attente en tant que parents par rapport à ce qu'on est censé donner à nos enfants et comment est-ce qu'on peut voir après si on a eu du succès ou pas? Si nos enfants ont un chemin qui est un peu différent du nôtre, est-ce que ça veut dire qu'on a échoué? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas échoué? Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Pour ça, je voudrais revenir à une histoire liée avec justement l'Admour Msei, le Mittel Rebbe, par rapport à cette continuité. Le Admour Msei avait
un ami très proche, une chavouta avec qui ils étudiaient, vraiment, c'était deux qui étaient inséparables. Cet ami-là s'appelait Aaron, l'ami Aaron de Strachele, du village où il habitait, d'où il venait, parce qu'à l'époque, on appelait souvent les gens de leur provenance, d'où il venait. C'était donc l'ami Aaron de Strachele, qui était un village. Un jour, le Admour Azaken était dans sa pièce, dans son bureau, avec un chassid, et il regardait le Meterebe et l'Admour Emtsai et ce Rabbi Aaron, à l'extérieur, dehors, dans le jardin, en train de discuter d'un concept de chassidut. Et ce chassid du Admour Azaken, en faisant une référence à une phrase dans le Zohar, très re'in de l'homme et parshim, deux amis qui sont inséparables. C'est une référence à Chochma et à Bina, les deux sphérotes de Chochma et de Bina, qui vont toujours de pair et qui sont inséparables. Et donc, il a fait cette référence-là, voilà, deux amis qui sont inséparables. Le Admon Azaken répond, Alevai de l'homme et parshim. J'espère, j'aurais bien voulu, Alevai, qu'ils ne se séparent jamais. Mais c'est la fin de cette conversation. Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? À la suite de l'Estalkut du Admorazaken, une fois que l'Admorazaken a quitté ce monde. On est donc dans la deuxième génération. Et il y a eu un différend entre l'Admor Emtsai et Rabbi Aaron sur la manière d'enseigner la Chassidut. Et pour ça, je vais remonter dans l'histoire de la Chassidut et je vais remonter dans l'histoire en particulier du Admor Zaken et du Admor Emtsai. On nous dit que l'Admor Emtsai pouvait prendre un petit paragraphe dans Torah Or, dans l'écoute de Torah, c'est-à-dire des enseignements de son père, et en parler ou en écrire des pages et des pages. C'est-à-dire que l'Admour Emtsai développait énormément les enseignements de son père. Ce que son père disait de manière très très brève, le Admour Emtsai le développait. L'Admour Emtsai, c'était quelqu'un pour qui toute sa vie était la chassidoute. Mais non seulement la chassidoute, mais la chassidoute de manière extrêmement expliquée, révélée et décortiquée, analysée de manière extrêmement extensive, extrêmement profonde. Il y a eu des Shabbats où l'Admour Emtsai disait la chassidoute pendant 3 fois, des heures et des heures. Le Rabbi Maharash avait un grand frère. Et ce grand frère, qui était le Maharil, Rabbi Yodaleb, on l'appelait chez les chassidim le standard, le pupitre du Admour Emtsai. Rabbi Maharash, une fois, a demandé à son grand frère, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu as mérité ce nom-là? Pardon, c'est un oncle. Et pourquoi est-ce que tu as mérité ce nom-là? Il a dit, tu sais, une fois, euh, l'Admour Emtsai était en voyage quelque part, et il voulait dire à ma mère de Chassidut, et il s'est posé sur moi. Et donc j'étais comme son pupitre, son hamoud, sur lequel les gens étudient. Je dis, OK, combien de temps ça a duré? Ça a duré 2-3 heures. Rabbi Maharash dit, tu sais, pour 2-3 heures, je ne crois pas que ça c'était assez. Je pense pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc le Rabbi Maharash a dit, effectivement, c'est son frère, je me corrige encore une fois, a dit à son frère, le Maharil, il a dit, il y a quelque chose d'autre. Pour 2-3 heures, on ne t'aurait pas donné ce titre, tu n'auras pas mérité ce titre. Il a dit, effectivement, il y a une fois, le Rabbi, le Admour Emtsai a voulu dire la chassidoute plusieurs fois, mais c'était 4-5 heures. Et il s'est reposé sur moi, j'étais comme son pupitre. Le Maharash, il a dit, je n'accepte pas le fait que tu aies mérité ce titre-là juste pour 4-5 heures. Et le mari, le Rabbi Yodaleb, s'est énervé, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a dit, je veux que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies mérité ce titre-là? Il a dit, ben, une fois, le Admour Emtsai a dit la chassidoute sur une journée, un Shabbat, 18 heures. Et pendant ces 18 heures, il s'est reposé sur moi. Là, le Rabbi Maharash dit, OK, là, j'accepte, je comprends. Donc, on parle des gens sur 24 heures, 18 heures de chassidoute, de Mahamari m'a enseigné à parler de chassidoute. Il y avait des fois, Simchat Torah, où les gens n'avaient pas le temps de manger. C'est-à-dire que le Rabbi
disait un maman de Chassidut après maman de Chassidut après maman de Chassidut, tant et si bien qu'une fois un Simchat Torah, ils n'ont plus allé, les gens sont partis manger chez eux. Après Simchat Torah, le Rabbi a dit, bon, ok, allez-y, allez maintenant à mon. C'était déjà après Simchat Torah. C'était quelqu'un qui était complètement dans l'enseignement, dans la Chassidut. C'était sa vie. À tel point que son gendre, le Tzemach Tzedek, qui était son neveu et son gendre, a dit que si on coupait le doigt de mon beau-père, de Morem Tsei, ce ne serait pas du sang qui allait sortir, ce serait la Chassidut. Le sang, c'est la vie. Chez mon beau-père, le Tzemach Tzedek, la vie, c'était la Chassidut. Vers la fin de sa vie, les derniers jours de sa vie, il était très malade. Il passait d'un état d'être conscient et inconscient comme ça. Les dernières heures de sa vie, un des docteurs a dit à un autre docteur, je vais te montrer quelque chose. Il était voir l'Admor Tsei, qui était inconscient. Il a dit, Rebbe, vous pouvez dire la chassidut, vous pouvez enseigner la chassidut, faire un mahamar. Tout de suite, le rabbi s'est réveillé et a commencé à enseigner, à dire un mahamar de chassidut. Et il est décédé, son âme a quitté ce monde en train d'enseigner la chassidut. Parce que c'était sa vie, il n'y a que ça, c'était ce qu'il gardait. Et c'était toute sa vie. Quand on lui a proposé, il arrivait à l'âge des Shidduchim, on lui a proposé deux offres, il y avait deux offres. On a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu préfères? Avec laquelle on s'intéresse. Voilà, il y a deux jeunes filles qui ont l'air intéressantes, avec laquelle tu veux qu'on commence. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. La chose qui est la plus importante, c'est celle qui sera prête à se marier en premier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas attendre d'entendre les mamarim de Chassidut que mon père va dire pendant le mariage. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'était ça toute sa vie. Enseigner la Chassidut. Maintenant, il faut savoir, et c'est quelque chose qui était un débat, bien sûr avec le Baal Shem Tov, mais ce qui a continué avec le Maggid, et qui a continué ensuite avec l'Admor Zaken de manière encore plus forte, qui est à quel point est-ce qu'on peut enseigner la Chassidut de manière ouverte, etc. Il faut savoir que la Chassidut, c'est, si on peut dire, le secret d'Hachem, les secrets d'Hachem. Je vais donner un exemple et j'espère que je fais ça avec le respect et l'humilité, etc., qui est dû au sujet dont on parle, qui est la Chassidut. Mais pour moi, ça m'aide à comprendre un peu de quoi il s'agit et j'espère de pouvoir essayer mieux partager ma compréhension en se servant de ces exemples-là. Mais d'une certaine manière, et je sais que c'est un peu sacrilège de parler comme ça, mais la Chassidut, c'est quoi? C'est le monde intérieur d'Hachem. On dirait peut-être la psychologie d'Hachem, dans le sens où qu'est-ce qui se passe dans le monde intérieur d'Hachem. Et comme dans la psychologie, quand quelqu'un s'ouvre à quelqu'un d'autre, il y a des manières de le faire. On ne va pas voir un étranger dans la rue et on les arrête, on commence à raconter les choses les plus intimes de notre vie. Ça n'a pas sa place, il ne faut pas le faire et ça peut être dangereux. Il faut avoir une certaine confiance dans la personne avec qui on va partager notre monde intérieur. Que ce n'est pas quelqu'un qui va se moquer de nous, c'est quelqu'un qui aura le respect de ce qu'on partage, c'est quelqu'un qui ne va pas se servir de ça contre nous, et ça arrive malheureusement. Des fois, on partage certaines choses avec des amis ou avec nos épouses, et puis tout d'un coup, les gens avec qui on parle se servent de ça pour se moquer de nous, pour nous faire du mal, pour savoir où on est sensible et profiter de l'information qu'on a partagée, etc. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on partage. On ne peut pas partager ça, notre monde intérieur, avec n'importe qui. Et il faut vraiment avoir confiance dans cette personne-là et confiance dans la transmission. Dans le sens où je sais que quand je vais m'ouvrir, je vais partager ça, je ne vais pas abîmer la relation. Parce qu'il y a des fois des choses où ça peut faire du mal à la relation. Oui, si les maris partageaient avec leur femme tout ce qu'ils pensent en tête d'elle ou de la relation, et les femmes la même chose, ça crée beaucoup de problèmes de shalom bayit. Bon, Hachem a fait que nos pensées, des fois, sont fermées, et on peut fermer la bouche, et on n'a pas besoin à chaque fois qu'on est énervé, qu'on est en colère, etc., de partager tout ce qu'on a en tête. On est capable de filtrer, en tout cas j'espère, et d'avoir une perspective. Et que quand quelqu'un, des fois, même entend quelque chose qui vient de l'autre, ne pas se vexer. Parce que je sais qu'effectivement, oui, si mon mari aussi, ma femme, des fois, veut m'étrangler,
C'est pas parce qu'ils veulent m'étrangler, c'est parce que, bon, ils sont frustrés pour X raisons. Moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais de ne pas me vexer. Puis comment, voilà, ma femme ou mon mari, sur qui je compte, etc., voilà ce qu'ils pensent de moi après tout ce que je fais. Non, t'inquiète pas, voilà, il a une journée difficile, bon, oui, il a une journée difficile. Et voilà ce qu'il aura passé par la tête, mais t'inquiète pas. Donc, on a besoin d'avoir cette confiance qui va dans les deux sens. C'est la même chose avec la Torah, avec la Chassidoute. On connaît l'histoire qui est racontée par Chazal dans la Gemara, la Chagiga, qu'il y a 4 tzadikim qui sont entrés justement dans le Pardes, dans ces secrets les plus profonds de la Torah, les secrets les plus profonds d'Hachem, et il n'y en a qu'un sur 4 qui a su gérer cette information comme il fallait. Donc, c'est délicat pour Hachem, si on peut dire, et pour nous, de partager, de s'ouvrir, de ne pas penser moins d'Hachem, si on peut dire, une fois qu'on a accompli certaines choses, de ne pas être fâché ou brusqué ou bien, I don't know, comment dire ça, abîmé, si on peut dire, par l'information qu'on va recevoir. Être capable de faire la part des choses, d'avoir le même respect pour Hachem avant et après l'information. Et comme je dis, Rabbi Akiva, c'était un des 4 qui a su, un sur 4, qui a su justement prendre cette information, l'utiliser à bon escient, et sans lui-même être abîmé par cette information-là, et sans abîmer l'information, sans dédommager ou faire du mal, abîmer la relation qu'il avait avec Hachem. Donc on a besoin d'avoir cette relation. Comme des enfants, des fois, on ne peut pas tout dire à des enfants parce qu'il y a des choses qu'ils vont entendre qui vont leur faire du mal. Ils n'ont pas la maturité de comprendre certaines choses. Eh ben, il faut avoir une certaine maturité spirituelle, si on peut dire, notre relation avec Hachem, pour recevoir cette information et la recevoir de manière positive et l'utiliser de manière positive. Eh bien, la chassidoute, et c'est le débat, ça, c'est un peu ça. Le débat de la chassidoute, est-ce qu'on va révéler ces choses-là et jusqu'à quel point? Alors, c'est un vieux débat. C'est un débat qui remonte à Matan Torah, où Moshe Rabbeinu ou les Malachim ont eu ce débat-là. Les Malachim ont dit à Hachem, si la Torah va être donnée sur terre, les êtres humains vont abîmer la Torah, vont la souiller. Et Moshe Rabbeinu a dit, ben justement, c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Parce que nous, on a Yetzara. Donc le Yetzara est la raison pour laquelle on a mérité la Torah. Et pas justement une raison de ne pas nous donner la Torah. Mais le débat à combien est-ce qu'on partage d'Hachem est important. Alors, Matan Torah, qu'est-ce qu'on a partagé? Pas énormément de choses. En tout cas, pas de manière révélée. Mais par exemple, même pour la même chose, Shabbat. Hachem nous a dit, voilà, gardez mon Shabbat. Maintenant, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Quand il y a un juif qui entend Hachem qui dit, oh, gardez Shabbat, machin, Hachem dépend de nous d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire par dépend de nous? C'est à nous de garder Shabbat ou pas? Hachem a partagé avec nous quelque chose qui lui est extrêmement important. Shabbat. Le Shabbat. Hachem nous dit, et Shabbatai tishmou, gardez le Shabbat, respectez le Shabbat. Shabbatai, c'est mon Shabbat à moi. Matana tova yeshli. J'ai un bon cadeau, j'ai quelque chose de très précieux que je voudrais partager avec vous. Maintenant, ça dépend de nous. C'est comme un garçon qui demande à une fille, est-ce que tu veux me marier maintenant? La réponse, ça dépend de elle. Elle peut dire oui, elle peut dire non. La même chose par rapport à Shabbat. On peut dire Hachem oui, on peut dire Hachem non. Donc Hachem, maintenant, attend notre réponse. Et la réponse dépend de nous. Il y a des gens qui vont dire oui à Hachem, on fait Shabbat. Il y a des gens qui vont dire pas encore. Je ne suis pas encore prêt. Donc il y a cette vulnérabilité. Si Hachem ne lui demande pas de faire Shabbat, il ne peut pas se fâcher qu'on ne fasse pas Shabbat. Mais à partir du moment où Hachem a partagé ça avec nous, la relation est maintenant, et la tension est là, elle est présente. C'est juste au niveau de l'action quand on parle de Shabbat. Imaginez quand Hachem parle des choses qui sont le but de la création, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Des choses, on rentre, comme je disais, dans le plus profond de la volonté d'Hachem, je parle encore une fois du psychique, si on peut dire, de la psychologie d'Hachem. Ce sont des mots que je ne devrais pas dire, mais c'est, encore une fois, ça m'aide moi à comprendre de quoi il s'agit. Donc je partage ça avec vous. Mais maintenant, c'est nous qui avons cette information. Et c'est à nous de la respecter. C'est à nous de s'en servir pour quelque chose de positif et pas au contraire pour quelque chose de négatif, alors que malheureusement, ça s'est fait au fur et à mesure des années. Des gens qui se sont servis de la Kabbalah pour faire des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas correctes, que ce soit à Shabtai Tzvi, un peu avant le Baal Shem Tov, ou d'autres choses qui sont passées. Donc il y a toujours eu ce débat. Arrive le Baal Shem Tov, arrive le Maggid de Mezrich,
génération du Maggid de Mezritch, qui était déjà un peu plus révélée que le Baal Shem Tov, il y a eu ce débat. Entre autres, une conversation qui s'est passée entre Rabbi Pinchas de Koritz et l'Admour Zaken. Rabbi Pinchas de Koritz qui a vu une page de Chassidut, d'un maman de Chassidut qui était dans les caniveaux et qui s'est extrêmement fâché. Mais voilà, c'est ça. Hachem s'ouvre à nous, Hachem partage avec nous. Et voilà ce qu'on en fait, c'est dans les caniveaux. Et l'Admour Zaken qui lui a donné le fameux exemple de la pierre précieuse qui doit être mise en poudre pour pouvoir sauver un enfant, le fils du roi. Donc effectivement, c'est vrai, mais c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire. L'Admour Zaken a continué à révéler encore plus la chassidut. C'est l'histoire du Yutet Kislev, entre autres, où, avec le Tanya, il nous a donné un livre de travail et d'exercice à notre relation avec Hachem. Nous comprendre notre relation avec Hachem, etc., etc. Et l'Admour Zaken, mais c'était encore limité par rapport à l'Admour Emtsei. Donc l'Admour Zaken, même s'il enseignait des choses révélées, etc., mais la génération d'après la révèle encore plus. C'est l'Admour Emtsei. Il y a eu ce débat entre Rabbi Aaron Strachelem, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le Admour Emtsei. Le Admour Emtsei était de l'opinion qu'il fallait développer encore plus. L'exemple qu'on donne et la manière dont on explique ça, c'est la transition de Chochma à Bina. Chochma, comme la Chassidut nous explique, c'est le point de départ. C'est un concept, c'est une idée. Bina, c'est le développement de cette idée. L'Admour Zaken, c'était justement ça. C'était cette idée de Chochma. C'était le point de départ. L'Admour Emtsei, pour lui, c'était Bina, développer chaque chose. Mais vraiment de manière extensive, de manière étendue, de manière très forte, etc. Ça, c'est Bina. Rabbi Aaron Strachele disait, l'Admour Zaken nous a enseigné une manière de faire les choses, moi je reste fidèle à sa manière de faire les choses. Je reste dans le niveau de Chokhmah, pas plus. C'est la manière, c'est la tradition que nous avons, c'est la manière de faire, etc. L'Admour Emtsei a dit non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un point de départ. À nous de faire avancer les choses et les prendre à l'étape d'après. Et là, on rentre dans le vif de notre sujet qui est qu'est-ce que nous attendons de la génération d'après? Est-ce qu'ils doivent être fidèles exactement à notre enseignement, à la manière de faire, ou bien est-ce qu'ils peuvent changer, mettre ça à leur manière à eux? Et c'était le débat entre l'Admour Emtsei et Rabbi Aaron Strachel. Est-ce qu'il faut rester exactement fidèle à la manière dont l'Admour Zaken a fait les choses, ou bien on peut se permettre d'innover dans la continuité, bien sûr. Mais il faut passer à la vitesse supérieure, passer à l'étape d'après, etc. Ou bien on reste exactement dans la même structure, la même manière de faire les choses que l'Admour Zaken a fait. Alors, l'histoire a déjà tranché, si on peut dire, qui est que la continuité du Admour Hazaken, la continuité de Chabad, était le Admour Emtsei, suivi par le Tzemar Tzedek, par tous les rabbins jusqu'au Rabbi. Et tout ça, c'est la continuité des enseignements du Admour Hazaken, des enseignements du Baal Shem Tov, etc. Donc, pour répondre à notre question, il ne s'agit pas juste de rester dans la même structure qu'il y avait avant. Il faut développer ça. C'est-à-dire que l'Admour Emtsei a fait ça à sa manière. Il n'a pas juste respecté la manière dont son père avait fait les choses, mais il a pris cet enseignement-là. Et il a dit, il faut qu'on le fasse, qu'on le ramène encore plus, de manière encore plus développée, plus étendue, plus compréhensible, pour que l'être humain puisse le saisir de manière encore plus profonde et de manière encore plus intime. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des enseignements, même si c'est un point de départ, des enseignements qui, dans le Zaken, c'était un changement profond par rapport à tous les autres tzadikim de cette époque qui étaient les élèves du Maggid de Mezrich et par rapport aux enseignements du Maggid de Mezrich. On a eu cette même transition. Parce qu'on nous dit que si l'Admour Hazaken c'était Chochma et l'Admour Emtsei c'était Bina, les sphérotes d'avant c'est Keter. Et dans Keter, il y a deux niveaux. Ptimut Keter, Chitzonut Keter, le niveau le plus profond de Keter, le niveau le plus révélé, au plus superficiel de Keter, la partie qui va se révéler. On appelle ça le oneg, le plaisir, qui est la partie la plus profonde, et la volonté, qui est la partie la plus exprimée de Keter, qui vont nous amener à quelque chose qui va être le point de départ, qui va être Chochma. Juste brièvement pour expliquer ce concept, c'est que on ne va pas réfléchir à quoi que ce soit, et rien ne va se faire si on n'a pas envie de le faire. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas me lever de ma chaise si je n'ai pas envie de me lever de ma chaise. Donc la première étape de me lever de ma chaise, c'est je veux me lever de ma chaise. Je ne vais pas étudier le Mahamad de Chassidut si je n'ai pas envie de le faire.
Donc la première étape, c'est le ratson, c'est la volonté. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de certaines choses et pas d'autres? Pourquoi est-ce que je préfère prendre un maman de chassidut je sais pas, du rabbi plutôt que les rabbis précédents? Ou pourquoi est-ce que je vais prendre maintenant un maman de chassidut plutôt qu'une halakha dans Shulchan Aruch? C'est des fois le honnête que ça me donne, le plaisir que ça me donne. Avec quoi je m'identifie? Où est-ce que je retrouve mon plaisir? Et là, ce qui me donne un sens d'acceptance, de validité, je me retrouve moi-même, c'est ce qui va diriger ma volonté. Donc, je préfère peut-être étudier cette partie de la Torah plutôt qu'une autre partie de la Torah, parce que, je parle bien sûr quand je les connais, pas que je n'ai aucune connaissance, donc bien sûr je ne connais pas. Si quelqu'un n'a jamais étudié la chassidut, il ne peut pas faire un choix entre étudier la chassidut ou pas, il n'a pas la connaissance. Mais si quelqu'un a la connaissance, etc., mais qu'il y a des gens qui sont attirés par certaines choses, moi personnellement, je préfère la halakha, plutôt je m'écris d'étudier le chumash, il y a des gens pour qui c'est c'est passionnant. Moi, moins. Je préfère comment dire, d'autres domaines, si on peut dire, dans la Torah, etc. Les gens qui sont passionnés de Mishnah, il y en a qui sont passionnés de Gemara, passionnés de l'Halakha, passionnés même dans l'Halakha, il y en a qui préfèrent le Chod Shabbat, qui connaissent à fond, il y en a qui c'est plutôt le Chod Nida, il y en a qui c'est plutôt Choshen Mishpat, le loi d'argent, etc. Chacun a quelque chose parce que c'est les choses avec lesquelles ils s'identifient, c'est leur tanouk, c'est leur oneg, et donc ils vont vouloir étudier ça plutôt qu'autre chose. Mais après, on passe à l'action. Et l'action commence avec la Chassidut Chabad, avec la Zaken, qui est prendre ces concepts de la Chassidut, qui sont des concepts un peu dans l'air, dans le sens de notre relation avec Hachem, et dire voilà, notre relation avec Hachem, par exemple le Tanya, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Voilà les étapes. Si vous regardez dans le Tanya, combien de fois l'Admor Zaken dit voilà, il nous explique un concept, et voilà, il faut réfléchir à ci, il faut faire réfléchir à ça. C'est un livre de travail. C'est un livre d'exercice. Le Tanya, c'est pas juste un livre à lire, c'est un livre de travail. Donc, on passe une page, il y a des exercices dans ce livre-là. Dans presque chaque chapitre, voilà à quoi il faut réfléchir, voilà le travail qu'il faut faire, etc. Donc, on a un livre d'exercice pour prendre ces concepts du Baal Shem Tov, ces concepts du Maggid de Mezrich, et les amener dans notre vie pratique. Mais ça reste un point de départ. L'Admour MCI a pris ça à l'étape d'après. Il nous a expliqué ça encore plus dans les détails. Parce que ça ne suffit pas de rester dans le global. Il faut amener ça dans les détails les plus détaillés, si on peut dire. Et on a passé ensuite, ça continue avec tous les Rebbeim, le Tzemach Tzedek ensuite, puis le Rabbi Marash, puis le Rabbi Rachab, avec une direction très importante à l'époque du Rabbi Rachab, qui est la fondation de l'Yeshiva de Tom Prit Memim, où on a fait la Chassidut, qui vraiment fait partie de l'emploi du temps, si on peut dire, de la Yeshiva, et ça fait partie du programme de la Yeshiva, on étudie ça, etc. Puis tous les livres, toute la Chassidut de Rabbi Rachab, vraiment expliquer les choses dans tous les détails, le Rabbi précédent et le Rabbi, qui a mis en place, on peut dire, ou a fait une analyse de toute la chassidut de tout le rebbeim jusqu'à maintenant, parle dans les mamarim, dans les sichot, où maintenant tout est organisé, tout est bien fait comme il faut, etc. Et ça arrive même jusqu'à l'étape d'après, qui sont les mefsaim, qui sont la shlichut, qui sont l'aboutissement de tout ça. Donc ça reste pas juste dans la théorie, ça reste pas juste dans le concept travail, mais c'est le travail entre moi et Hachem. Ça arrive au fait qu'il y a maintenant des gens, c'est tellement pratique, si on peut dire, c'est tellement dans le réel, il y a des gens qui vont faire leur valise et qui vont partir à Tombouctou, en Ouganda, ou à Miami, ou ailleurs, pour la shlichut. Dans la vie réelle de tous les jours, où ils vont faire leurs courses là-bas, ils vont lever de l'argent, ils vont faire ce qu'ils peuvent, dans un endroit pour la communauté juive. Donc, ça ne reste pas de la théorie, c'est le Père Lamed Bet du Tanya, l'amour d'Avad Israël, qui veut dire on met le spirituel avant le matériel, etc., dans notre vie, et c'est du concret. Et c'est une évolution. Et pour ça, c'est important de passer par justement ce que la MC nous a enseigné, qui est il faut prendre des concepts et les ramener dans les détails. Et même si on change de la génération d'avant, si on peut dire, c'est pas grave. Au contraire, tant qu'on reste dans la continuité, on prend ce concept-là et on le développe, et peut-être qu'on va développer chacun à sa manière. On dit dans l'Amida, on dit 3 fois par jour, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Vient le Dieu d'Avraham. Arrive Yitzhak. Et il a été éduqué, bien sûr, chez Avraham. Mais sa Avodat Hashem ne ressemble pas exactement à la Avodat Hashem d'Avraham. Sa relation avec Hashem était différente. Alors, bien sûr qu'il avait une relation avec Hashem. Sa Avoda, lui, était complètement différente d'Avraham.
Imaginez Abraham qui ouvre un Bet Chabad, qui est dans la Shlichut, dans le Miftsaïm, il reçoit tout le monde, il va voir tout le monde, il parle à tout le monde d'Hachem. Et là, Yitzhak qui passe ses journées sur place, si on peut dire, pas nécessairement être ouvert à tout le monde et aller chercher les gens et être à la cuisine. C'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement chez Yitzhak. Il est sur place, il creuse, il est dans la profondeur, Yitzhak, dans le monde intérieur, dans le travail sur soi, etc. Alors, je ne sais pas quelles étaient les conversations qui sont passées entre Abraham et Yitzhak, mais peut-être qu'il y a eu ces femmes reganes, tard la nuit, où Abraham demandait à Yitzhak, est-ce que tu vas te joindre avec moi demain à la cuisine? Est-ce que tu vas me joindre demain? On va aller faire Miftsaïm, est-ce que tu vas te joindre avec moi? Yitzhak dit, pas, je vais rester à étudier. Et peut-être qu'Abraham était frustré, peut-être qu'Abraham ne pouvait pas comprendre cette manière de servir Hachem, je ne sais pas, j'imagine que non. J'imagine qu'Abraham pouvait comprendre cette manière de voir les choses, il avait cette grandeur d'esprit, mais c'était quelque chose qui ne lui ressemblait pas nécessairement. Parce que ce qui est important, c'est pas nécessairement que ça ressemble, ce qui est important, c'est la même chose. Pour Abraham, l'essentiel, c'était cette relation avec Hachem. Alors pour lui, la relation avec Hachem passait d'une certaine manière. Arrive son fils, Yitzhak, et il a une autre manière d'avoir une relation avec Hachem. Mais c'est la continuité. C'est une relation avec Hachem. Abraham a su transmettre à son fils l'amour d'Hachem, l'amour de cette relation avec Hachem. Abraham a réussi son éducation. Même si ça ne ressemblait pas à ce qu'il enseignait, il a réussi son éducation. Donc, ce qu'on attend de nos enfants, ce qu'on veut donner à nos enfants, ce n'est pas exactement que ce soit du copier-coller. Au contraire, c'est qu'on leur donne des valeurs, qu'on leur donne des choses qui sont importantes et que les enfants prennent ces valeurs-là et les adaptent à eux-mêmes. Que ce soit vrai pour eux. Pas qu'ils fassent exactement ce qu'on fait, nous, de la même manière que nous on le fait, parce que ce n'est pas eux. Il faut qu'ils découvrent leur chemin. Il faut qu'ils amènent leurs enseignements, les enseignements qu'on leur a donnés, l'amour pour Hachem, l'amour de la Torah, l'amour de la Chassidut, etc., et qu'ils en fassent leur amour à eux, leur vie à eux. Et c'est ce que Yitzhak a su faire par rapport à son père Abraham. Et ça continue avec Yaakov. Eloké Abraham, Eloké Tzab, Eloké Yaakov. Arrive Yaakov, qui a grandi chez son père Yitzhak, qui a grandi avec son grand-père, puisque Yaakov avait 15 ans quand Abraham est décédé. Donc, il a certainement, les cours de Bar Mitzvah, c'était certainement avec Papy Abraham, et il a étudié là-bas avec lui aussi. Et Yaakov ne s'est pas retrouvé nécessairement dans les enseignements, la manière de faire les choses d'Abraham et de Yitzhak. Il avait son chemin à lui, qui n'était pas grave. Et il n'y a aucun souci avec ça. Même si ça ne ressemblait pas avec ce que Yitzhak attendait, ou Yitzhak, la manière de Yitzhak voir. Et peut-être pour Yitzhak, c'était encore plus difficile, parce qu'Yitzhak s'est dit, OK, c'est pas ma manière de faire les choses, mais c'est pas non plus la manière d'Abraham, de mon père, de faire les choses. D'où il sort celui-là, Yaakov? Avec une manière qui ni me ressemble à moi, ni ressemble à mon père. Eh bien, malgré tout, les Avot ont eu cette largeur d'esprit de dire, c'est pas grave. Il y a une manière d'Abraham de faire les choses, il y a une manière d'Isaac de faire les choses, il y a une manière de Yaakov de faire les choses. Et c'est bon parce que tout ça, on va donner tout ça à nos enfants qui sont clan Israël. Puis arrivent les Shvatim, mais là, on rentre dans 12 manières de faire les choses. Ça, c'est une autre histoire. On gardera ça pour un autre moment. Mais c'est important de pouvoir prendre les concepts dont on parle. Que ce soit les concepts de Chino, que ce soit les concepts de Shalom Bayit, que ce soit tous les concepts. Et de faire en sorte qu'on arrive à les mettre dans les détails et qu'on soit prêt à passer dans ce monde de l'action. Et de pouvoir regarder en arrière en se disant, même si ça ne me ressemble pas exactement, mais à partir du moment où ce sont les principes qui me sont importants, c'est pas grave. Mais des fois, on a du mal parce que si ça ne ressemble pas, on est perdu. Mais en quoi 30 secondes? Le rab m'a dit ceci, le rab m'a dit ça, et j'ai entendu ce chiot, j'ai entendu cette conférence, mais c'est pas ce que j'ai devant moi. Oui, bah, des fois, il faut reconnaître qu'effectivement, c'est ce que j'ai devant moi. La manière dont mon enfant fait les choses, c'est bien ce que je lui ai enseigné, mais à sa sauce, à sa manière à lui. Et peut-être que j'ai besoin d'y réfléchir, si on peut dire, pour pouvoir accepter que c'est bien la même chose. Que c'est bien une relation profonde, sincère avec Hachem, même si ça ne me ressemble pas. En une histoire d'un Fabrigan qui s'est passée en Tafshin Vav 1946. En 1946, c'est une histoire très importante. C'est une période de l'histoire, j'allais dire, très importante pour Chabad, très importante pour le monde juif. On est après l'après-guerre. Et après-guerre, il y a eu ce qu'on a appelé les DP Camp. DP, c'est les initiales D et P, c'est de l'anglais. Displaced Person, les gens déplacés. C'était des camps de réfugiés. Après la Shoah, énormément de gens se sont retrouvés
sans endroit où habiter. Puisque pour les Juifs de l'Europe de l'Est, ceux qui avaient survécu les camps, ceux qui avaient survécu la guerre, il était hors de question pour eux de revenir chez eux. Il y a eu des pogroms qui se sont passés à la fin de la guerre, après la guerre. Des Juifs qui ont essayé de revenir chez eux, en Pologne, en Hongrie, en Russie, et ils ont été chassés de manières des fois les plus difficiles et les plus violentes par les non-juifs qui avaient récupéré ces maisons-là, ces biens, ces usines, etc. Et pour eux, pour les non-juifs, c'était hors de question de rendre tout ça à ces juifs qui revenaient. Mais de quel droit ils sont revenus, ils ont survécu les camps? Plus après, bien sûr, il y a des gens, des endroits où toutes les communautés ont été détruites, les maisons ont été détruites, etc., etc. Donc il y avait des camps de réfugiés. Entre autres, il y avait un camp de réfugiés en Allemagne, enfin, il y a plusieurs en Allemagne, mais un qui s'appelait Pocking. À Pocking, non seulement il y avait les réfugiés de la guerre, mais il y a eu tout un groupe de réfugiés Chabad qui sont sortis de Russie. Parce qu'il faut savoir qu'après la guerre, en 1945-46, 46, le gouvernement soviétique a permis à tous les réfugiés polonais de sortir de territoire soviétique et de retourner en Pologne. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, quand les Allemands ont envahi la Pologne, il y a beaucoup de gens qui sont partis de Pologne vers la Russie soviétique, qui se sont sauvés. Arrivé à la fin de la guerre, la Pologne n'était pas encore sous le contrôle soviétique, ça s'est fait après la guerre. Arrivé l'après-guerre, le gouvernement soviétique a permis à ces gens-là de leur dire, vous partez, vous pouvez rentrer chez vous, on vous le laisse. Il y a beaucoup de juifs, beaucoup de racimes entre autres, qui ont profité de cette opportunité pour pouvoir se sauver de Russie. C'était extrêmement difficile de vivre en tant que juif religieux. Alors, il y en a qui, bien sûr, il y avait des Polonais, et il y en a qui ont soit retrouvé des papiers de gens qui étaient morts pendant la guerre, le Polonais, mort de faim, mort de quelle que soit la raison, de maladie, etc. Et ils ont pris ces passeports-là, et ils ont récupéré les passeports, et ils sont servis pour faire sortir des gens. Sur chaque passeport, on pouvait rajouter les membres de la famille aussi. Donc, quand il y avait un passeport, c'était une occasion pour toute une famille, ou bien une famille fabriquée, dans le sens où on avait mis des gens, là, papa et maman, et on leur avait donné 6 enfants, alors qu'en fait, peut-être que papa et maman avaient un ou deux enfants, ben, c'est pas grave, ils ont pris tout un tas d'autres personnes avec eux pour pouvoir faire sortir. Par exemple, le Rav Ber Yunik, qui était quelqu'un qui travaillait chez le Rabbi pendant des années, est sorti en tant que fils de Rabbeinu Trana, la mère du Rabbi. Il était sur le passeport, ils sont sortis ensemble, c'était comme si c'était son fils. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'il y a il y a des centaines de chassidim de Russie qui sont sortis avec des papiers, des faux papiers polonais. Et ils se retrouvent donc dans ces camps-là, entre autres, en 1946. Parmi ces chassidim, donc il y a tout un groupe de chassidim qui sont sortis. Et une fois, il y avait un Fabringen, à Poking. Il y avait un jeune chassid là-bas qui n'était pas nécessairement parmi les gens qui passaient le plus de temps à étudier. C'était quelqu'un qui était passé plus de temps à se promener qu'à étudier. Un chassid, Chabad, mais bon. Alors que beaucoup étaient là. Ah, le rabbi précédent insistait pour qu'ils étudient avec les autres gens qui étaient là. Il y avait d'autres juifs, il fallait s'occuper d'eux aussi dans ces camps. Il y avait des gens qui étaient religieux, des gens qui étaient moins religieux, il fallait organiser quelque chose. Le rabbi de Klosenburg, le rabbi de Sanz Klosenburg, celui qui a créé l'hôpital ensuite plus tard en Israël, à Netanya, avait aussi créé des chadarim, des écoles. En tout cas, il y avait plein de choses à faire au niveau Mifsaïm, etc. Même si Mifsaïm, ce n'était pas encore le mot de l'époque. Mais les chassidim avaient organisé des cheder pour les enfants, des écoles pour les enfants, des activités, etc. Tout un tas de choses à faire. Et il y avait d'autres qui étaient moins occupés que ça. Il y a une fois un Fabregan. Il y a un chassid qui dit, voilà, le chaim, ce Fabregan, qu'on soit des chassidim. Présent, ce Fabregan, le Rav Nissan Nemanov, qui ensuite est devenu le Mashpia à l'Eshivat Brunois, père de Rav Chen Nemanov. Et il dit à ce monsieur, attends, 30 secondes, 30 secondes. Tu dis, le chaim, qu'on soit des chassidim. Tout à fait raison, ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un chassid? Un chassid, ça veut dire, entre autres, on se réveille le matin, on fait moderne, on prend conscience que tout dépend d'Hachem et on remercie Hachem profondément de nous avoir donné une neshama. Ensuite, bien sûr, on fait Negel Maser, on se lave les mains, on fait les brachot, on te dit, Elokai neshama shenatata bi Hachem, tu m'as donné une neshama. Torah, elle est pure. On réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une neshama? Quel est le cadeau qu'Hachem m'a donné? Que je dois la garder pure? Bon, ensuite, on finit les brachot, on étudie un peu de chassidut, on réfléchit à son état spirituel, on réfléchit devant qui on parle,
on parle à Hachem, on fait la tefila, on est déjà dans un autre monde. Après la tefila, bien sûr, on prend le petit déjeuner, mais en s'étant réveillé comme ça, en ayant commencé son matin comme ça, le petit déjeuner, c'est sûr que c'est pas le même petit déjeuner que si juste on se réveille comme ça, on prend un café et on réfléchit pas à ce qu'on fait. C'est déjà, on est moins investi dans le repas, dans le petit déjeuner. Bon, il faut manger, mais bon, c'est moins important. Puis après, voilà, on a fini la tefila, on a étudié la chassidoute, on a fini la tefila, on a fini son petit déjeuner. Il faut s'occuper. S'occuper, ça veut dire étudier la Torah. Ça ne veut pas dire aller se promener dans les jardins. Est-ce que toi, tu es prêt, dire Rav Nissan à ce chassid-là, à perdre ton envie d'aller te promener? Parce que c'est ça ce qui va se passer. Quand tu vas étudier la chassidoute, quand tu vas prier comme il faut, après, tu auras moins envie d'aller te promener. Tu voudras plus étudier. Est-ce que tu es vraiment prêt à perdre cette envie d'aller te promener, de perdre du temps, d'aller te promener, etc. Réfléchis bien à ça. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que, ouais, qui va dire non à être les chaim, qu'on soit des chassidim? Bien sûr, bien sûr. Dans le concept, ça a l'air très beau et très inspirant. Mais quand on se rend compte du travail qu'il faut faire, quand on rentre dans les détails, c'est toute une autre histoire. Mais c'est dans les détails, justement, que ça prend sa valeur. Parce que c'est très facile de dire les chaim, qu'on soit des chassidim. Et quand on réfléchit à ce qu'il faut faire, ce que ça implique, et que peut-être que je vais perdre certaines envies, peut-être que je vais perdre certaines mauvaises habitudes, etc. Est-ce que je suis vraiment prêt à ça? Ou bien je veux toujours rester dans ma zone de confort et je ne suis pas prêt à abandonner mon confort. Donc quand je vais rentrer dans les détails, quand je rentre dans l'analyse de ce qu'on va faire, ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est pas juste on passe du global au détail. On passe du concept à l'application du concept. Cette transition est très importante parce que ça nous fait prendre conscience de ce dont il s'agit. Oui, tout le monde va être un meilleur mari et une meilleure épouse. Qui va dire non à ça? Mais quand on prend dans les détails de ce que ça veut dire, c'est notre histoire. Et peut-être qu'on se dit, c'est vrai, je suis peut-être pas prêt. Alors, bien sûr, il faut faire des efforts là. C'est pas une réponse acceptable, mais c'est une réponse qui pourrait être faite en disant, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis pas à la hauteur et je suis peut-être pas. Pour moi, ça va être difficile de le faire. Même chose au niveau du chinour, d'autres choses. Ce que le chinour attend de nous, de donner à nos enfants. Bien sûr, on veut tous être les meilleurs parents. Mais les meilleurs parents, des fois, ça peut vouloir dire certaines choses qui sont peut-être pas confortables ou agréables à faire. Dire non à ses enfants, alors qu'ils sont en train de nous rendre fous et se mettre à pleurer ou à se rouler par terre, etc. Des fois, on va dire, c'est quoi, fais, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, des fois, ça veut dire non. Des fois, ça veut dire non, ça veut dire les entendre pleurer ou nous rendre la vie qui sait quoi. Mais c'est important de le faire. Et ça, c'est justement la leçon du Admo MCI, c'est que la continuité du message, elle va rentrer justement dans les détails. Et c'est pas perdre le message quand on rentre dans les petites choses de la vie de tous les jours. Au contraire, c'est renforcer le message. Parce que c'est dans les détails qu'on va influencer ce concept-là. Être un bon mari, être une bonne épouse, être un chassid, c'est super. Mais c'est dans les détails que ça va se passer. Et les détails, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui va nous être différent de notre manière de faire les choses. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, il y a eu les 12 Shvatim. Chacun a sa manière de faire les choses. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette vision globale des choses et de ce concept. Il faut garder le concept en tête. Mais il faut aussi pouvoir passer à l'étape d'après, qui sont rentrer dans les détails. OK, qu'est-ce que je fais? Tachles, maintenant que je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'attends, etc., comment est-ce que je vais mettre en place? Et ça, c'est un travail important. Et ça, c'est une des leçons de mon Yud qui se lève d'Elmo MCI, qui est prendre ces concepts-là de la chassidut, prendre ces concepts de Shalom Bayit, prendre ces concepts de Chinuch, etc., dire, OK, je passe à l'étape d'après, quelles sont les étapes, quels sont les détails, les points par lesquels je vais passer pour arriver à ce que j'attends pour arriver au résultat. Le résultat qu'on attend tous, c'est la vie du Mashiach, et que Bezrat Hashem, on passe de la Géoula de Yud qui se lève, bientôt la Géoula la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la Géoula de Yotet qui se lève, et qu'on a la Géoula avec Mashiach, Bemer, Biamenu, Mamash. Merci, Fazak. Je Plaisir. coupe Merci. l'enregistrement. Super.
Jacques Baruch, Shabbat Tov. Shabbat tov.